Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions autour de l'innovation. Aujourd'hui, on va démarrer en musique avec un requiem chanté par des intelligences artificielles. Vous verrez, elles ont un message à délivrer sur le monde à venir. Julien Chirol et Pierre-Éric Sutter sont les co-compositeurs de ce requiem pour les temps futurs. Je les interviewerai dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis, nous lancerons un appel à la sobriété numérique en matière de publicité. Bonne et mauvaise pratique, 3 spécialistes nous diront comment les marques peuvent gagner en efficacité tout en laissant les internautes dans un peu plus de tranquillité. Enfin, nous conclurons cette édition avec les conseils d'un aspirant gentleman. Il nous rappellera l'importance du choix des mots lors de nos échanges sur les réseaux. Mais tout de suite, musique. Bonjour Julien Chirol et Pierre-Éric Sutter. On entend un extrait de votre œuvre Requiem pour les temps futurs. Là déjà, on a cru reconnaître certaines voix un peu trafiquées de synthèse. Est-ce qu'il est facile de faire le tri entre justement ce mélange de voix qui sont des voix humaines, des voix lyriques, et les intelligences artificielles ? Moi, j'ai eu un peu de mal, j'avoue. Je l'ai écouté. J'ai bien entendu les voix de synthèse trafiquées comme on a l'habitude de les entendre. Je ne suis pas sûre de ne pas m'être trompée certaines fois. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. On a effectivement tout un registre de voix synthétiques. Et c'est un peu une histoire d'ailleurs des voix synthétiques, puisqu'on utilise des procédés qui permettent de trafiquer, si j'ose dire, des voix humaines qui deviennent du coup méconnaissables, donc on ne sait plus qui chante. Mais aussi... donc là, c'était votre voix au début. Oui, c'est ça. Alors, c'est un scoop, parce que c'est la première fois que je l'annonce. Mais effectivement, je ne reconnais pas moi-même ma propre voix grâce aux procédés qui ont été utilisés. Et puis, bien sûr, il y a des voix humaines qui chantent conjointement à ces voix synthétiques. Et ça permet effectivement de créer une diversité, une nouvelle façon de faire de la musique grâce aux technologies. Et ces voix intelligence artificielle, comment sont-elles fabriquées ? Alors, ce sont des voix de synthèse. Là, concrètement, ce qu'on a décidé de qualifier d'intelligence artificielle, en fait, ce sont des voix de synthèse lyriques chantées, réalisées à l'aide d'une technologie qui a été développée par l'IRCAM, qui s'appelle Isis. Et nous l'avons un petit peu adaptée pour pouvoir l'utiliser plus facilement, la mettre en œuvre et la faire chanter en latin. C'était un petit peu l'objectif de notre projet. Pourquoi on l'appelle intelligence artificielle ? C'est-à-dire qu'on lui a donné un certain niveau d'autonomie. Alors, on va dire que c'est une technologie très balbutiante. On est au tout début. C'est-à-dire que cette voix de synthèse chantée a un petit peu la possibilité de s'adapter à l'environnement musical en matière de nuances, on va dire plus fort, moins fort, ou en matière d'adaptation et de calage rythmique pour pouvoir s'intégrer et interpréter sa partition musicale avec les autres interprètes, dont des humains. On va le citer d'ailleurs, c'est Manuel Poletti, voilà, qui est le réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM. Tout à fait, c'est un nouveau métier en fait, qui a été inventé par l'IRCAM, réalisateur en informatique musicale, RIM, pour les connaisseurs. Et Manuel Poletti va travailler avec l'IRCAM et avec Music Unit, le studio dans lequel nous avons enregistré et produit cette œuvre. Alors, donc l'album vient de sortir, évidemment on ne pouvait pas passer à côté dans Smart Tech, un requiem pour les temps futurs qui utilise l'art et les technologies pour faire écho à la théorie de l'effondrement de la civilisation. Dans ce requiem, les chants des intelligences artificielles, des voix de synthèse, sont aussi accompagnés d'instruments classiques. Ça semble nous annoncer quand même le pire. Moi, quand j'ai écouté hier soir, je me suis sentie un peu sous pression, angoissée. Est-ce que c'était le but ? Oui, tout à fait. C'est comme lancer une alerte. En fait. Ce requiem, c'est pour effectivement attirer l'attention sur un certain nombre de problématiques dont on entend de plus en plus parler, notamment dans les médias, mais il suffit d'ouvrir les yeux quand on se balade un peu dans la campagne et de constater un certain nombre de dégâts que l'humanité provoque dans l'environnement et qu'elle provoque contre elle. Donc c'est une forme de... On se tire une balle dans le pied quelque part en détruisant notre environnement. On l'a vu avec la crise du Covid. Il y a un certain nombre de phénomènes qui commencent à se retourner contre nous. Il est urgent de prendre conscience de ces phénomènes-là et c'est un peu un cri pour dire faites attention, faisons attention tous ensemble et
préoccupons-nous de notre environnement. Nous sommes devenus de plus en plus hors sol. Il faut faire très attention à... Alors, je précise, c'est vrai que donc on parle de collapse. Clairement, quand on écoute ce requiem, c'est évident. Vous êtes psychothérapeute spécialiste justement de la collapsologie, qui est donc cette annonce de l'effondrement de la société. Et pour autant, vous utilisez les technologies et vous nous dites que finalement, après ce collapse, humains et tech vont fusionner, vont vivre en harmonie ? En fait, l'idée, au départ, c'est de dire que la technologie est une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution. Clairement, quand j'ai commencé à composer cette œuvre, c'est grâce aux technologies que j'ai pu le faire, parce que je ne suis pas musicien professionnel, et on pourra parler éventuellement de ce que Julien a apporté par rapport à ce travail. Et grâce aux technologies, j'ai pu trouver des ressources qui me permettaient de concrétiser l'ambition qui était derrière ce projet. Donc les technologies sont clairement une partie de la solution quand on a des problèmes. Mais elles peuvent devenir une partie de la problématique s'il n'y a plus que des IA qui chantent à la fin une œuvre et qu'il n'y a plus d'humains pour les écouter. Mais néanmoins, elles permettent de sauvegarder une partie du patrimoine humain grâce aux potentialités qu'elles offrent. Effectivement, Julien Chirol, vous êtes... Vous sortez du conservatoire, vous êtes un musicien, mais aussi un artiste numérique. Est-ce que c'est ainsi que vous imaginez demain la musique, c'est-à-dire vraiment un mix, une hybridation entre les instruments classiques, les voix classiques et la technologie ? Oui, en fait, c'était ce requiem pour les temps futurs, c'est aussi un travail de prospective pour nous. On a voulu essayer de se projeter dans un avenir musical plus ou moins proche, on va dire. On n'est pas allé très loin. En réalité, c'est pas spécialement comme ça que j'imagine l'avenir de la musique, puisque c'est déjà le présent de la musique. Là, c'est une première, en fait, de faire chanter des voix de synthèse en latin avec des humains. Oui, tout à fait. Puis surtout, cette technologie Isis a été très peu utilisée encore. Et c'est le premier enregistrement phonographique, en fait, de cette technologie. Et ça n'a rien à voir avec les voix de robots qu'on pouvait faire avant, où on avait quand même à peu près tout le temps besoin d'un humain quand même pour venir donner une base sonore pour pouvoir la retravailler. Là, c'est vraiment, quand on dit voix de synthèse, c'est une voix ex nihilo, c'est que du code. Mais en tout cas, aujourd'hui, déjà, la technologie, les machines sont très imbriquées dans la production musicale. Il est presque devenu impossible d'entendre une voix dans la pop musique ou dans les musiques urbaines qui ne soit pas déjà très nettement hybridé et où il y a une part de technologie très importante dans ce qu'on entend. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte. On a juste voulu nous forcer un peu le trait pour dire réagissez, mais en fait, de l'intelligence artificielle dans la musique, de la techno, des instruments virtuels, il y en a déjà énormément. Et on ne s'en rend pas compte. Ce qui est intéressant, c'est de vous entendre dire que finalement, la technologie, c'est le problème et la solution. C'est ce qu'on essaye, nous aussi, de faire dans Smartech, en trouvant des moyens d'aller vers quelque chose de plus durable. Et ça va être d'ailleurs le sujet sur la publicité. Moi, j'ai participé aussi à un doc Ushuaïa de Christine Oberhof sur En attendant la fin du monde. Et on est allé voir des jeunes start-upers pour essayer de comprendre comment ils envisageaient le monde. Il y a une prise de conscience, effectivement, qui est un mur face à nous, mais il y a une volonté d'agir. Bien sûr. Parce que là, quand on écoute ce requiem, on se dit c'est triste, c'est noir. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous ? Clairement, un requiem, c'est une messe des morts. Mais ce qu'on n'intuite pas forcément derrière une messe des morts, c'est le message d'espérance qu'il y a. Puisque requiem, ça veut dire quoi ? Ça veut dire repos, apaisement. C'est-à-dire que c'est une invitation à l'apaisement vis-à-vis de la mort. Moi, le cheminement que j'ai fait pendant 15 ans avant de travailler les 2 dernières années, donc 17 ans de travail sur ce requiem, c'est le rapport à la mort qu'on a tous à gérer quelque part un moment dans sa vie, puisqu'on a cette information-là, on le sait tous qu'on va mourir, mais on n'est pas forcément apaisé par rapport à cette idée-là. Donc là, on conjure le sort, on se fait à l'idée pour pouvoir envisager un après. C'est ça, c'est qu'il y a non seulement la mort individuelle, mais là, on est accédé à quelque chose de nouveau. Comme à l'époque, malheureusement, des grandes épidémies de peste, et on commence à le revoir avec le Covid, c'est que quelque part, on est interpellé par une mort collective, ce qu'on appelle une eschatologie. Merci Julien Chirol et Pierrick Sutter, co-compositeurs de Requiem pour les temps futurs. Alors on enchaîne avec des choses beaucoup plus légères, les actus de Victoire Sicora.
Bonjour Victoire, quelles sont les news qui ont retenu votre attention aujourd'hui? Alors sur Twitter, hier, les internautes se sont enthousiasmés à propos de la nouvelle fonctionnalité de Microsoft Teams. Teams propose de rendre le télétravail plus attrayant et plus ludique via des ambiances uniques pour les réunions. Ce nouveau mode, il s'appelle Together Mode for Microsoft Teams, une appellation qui s'est rapidement transformée en hashtag sur les réseaux sociaux. Les internautes qui ont déjà commencé à partager des screenshots de leur réunion de travail 2.0, faire une visioconférence avec son équipe dans un café, dans une salle de réunion ou encore dans son propre bureau. C'est désormais possible avec Teams. Souvenez-vous Delphine, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la NBA qui remplissait virtuellement ses stades avec des spectateurs qui étaient pourtant chez eux. Devant l'engouement sur cette première expérience avec la NBA, Microsoft Teams a souhaité étendre cette possibilité en l'adaptant au télétravail. On continue avec une story Instagram. Oui, une story qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle présente le tout nouveau modèle Tesla qui a été dévoilé pendant le Battery Day. Sur cette vidéo, vous pouvez découvrir en action la toute nouvelle modèle S-Plaid. 800 km d'autonomie, 2 secondes pour abattre le 0 à 100 km, 1100 chevaux avec 3 moteurs, c'est l'accélération la plus rapide jamais enregistrée sur une voiture destinée au grand public. L'enthousiasme est palpable sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Certains pensent déjà à comment la financer parce que oui, une telle technologie, vous en doutez, ça a un coût. Il faudra compter 140 000 € pour se la procurer. Les précommandes sont déjà possibles mais la commercialisation n'interviendra qu'en 2021. Et le coût écologique, on en parlera une autre fois, c'est quand même une voiture électrique. On va parler régulation de contenu. Alors Facebook a surpris les internautes, le réseau social s'est mis en mode warrior pour les élections américaines. Facebook a carrément imaginé 70 scénarios pour se préparer à prendre des mesures extrêmes. C'est Nick Clegg, le directeur des affaires du groupe et ex-vice-premier ministre britannique, qui a confié qu'il n'hésiterait pas à restreindre les contenus en cas d'instabilité civique. Ce qui a nourri les fantasmes sur Twitter, c'est notamment la création d'une salle de crise appelée Centre des opérations électorales. Alors pourquoi tout ce remue-ménage? Facebook craint que Donald Trump ne véhicule des messages appelant à la violence ou à des troubles à l'ordre civique. L'objectif, c'est aussi bien sûr d'éviter un scandale similaire à l'incursion russe dans la campagne de 2016. Merci beaucoup Victoire Sicora, Julien Chirol et Pierre-Éric Sutter. Une actualité peut-être vous a fait réagir, c'était sans doute la Tesla et sa capacité à dépasser tous les records, mais on n'a pas le temps d'en parler. Je rappelle que vous êtes les co-compositeurs du Requiem pour les temps futurs. Je vous laisse partir. Nous, on va engager un débat sur la publicité. Alors je lance un appel à plus de sobriété dans la publicité en ligne. Mes invités sont des communicants qui promeuvent des pratiques plus responsables. C'est pour ça que je les ai fait venir ce matin. Leur défi est double autour de cette table. Ça va être à la fois de nous convaincre qu'il est possible de communiquer en étant sobre et aussi, deuxième défi, de faire des émules autour de vous. Maëlys Bulk, vous êtes responsable pédagogique e-business de l'EMI, l'école européenne des métiers de l'Internet fondée par Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon et Xavier Niel. Pierre-Emmanuel Muller, vous êtes directeur général de Planète France, qui est une agence de marketing et communication qui revendique justement une approche humaine et raisonnée des interactions digitales. Et Antoine Barbier, vous êtes vice-président de produits d'Augury, qui a créé le premier outil de publicité mobile piloté par le choix de l'utilisateur. Alors ma première question est pour vous Maëlys, je l'ai perdue mais je vais la retrouver. Sobriété et publicité, c'est compatible ? Alors, oui et non. Pour moi, il y a la solution et le problème sont un petit peu au même endroit. Par exemple, si on regarde Google, d'un côté, il veut absolument faire de la publicité, donc on ait le maximum de données pour exploiter sur les personnes. Et d'un autre côté, si des sites vont trop loin et forcent un tout petit peu trop, on va les mettre dans un bac à sable qui s'appelle la sandbox. Donc d'un côté, Google est là pour nous proposer de la publicité, et d'un autre côté, il essaie de mettre des barrières. Donc c'est quand même très paradoxal. Alors là, on peut peut-être remercier Google, en fait. Oui, alors ça dépend quand même. C'est des règles et des limites. Voilà, parce que les algorithmes sont là quand même pour nous montrer ce qu'on a envie de voir et pas forcément ce qui est bien pour nous, ce qui va nous faire réfléchir, mais ça rentre dans une sorte d'habitude, des contenus qu'on a déjà l'habitude de regarder justement au quotidien, qui nous sont encore plus proposés pour nous conforter dans notre idée. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas que les sites forcent trop sur certains mots-clés pour avoir juste... un retour sur un mot en particulier et du coup éclipser le reste du contenu. Il faut parler pour les algorithmes, mais d'un autre côté, il faut que le contenu soit rédigé comme si c'était un humain qui le lit.
Donc voilà, il faut se plier à toutes les règles. Pierre-Emmanuel Müller, votre agence a mis en ligne un billet de blog sur l'hygiène numérique. Réduire l'encombrement des réseaux sociaux, éviter les démarches de promotion quand elles ne visent pas les utilisateurs directement. Vous aussi, donc vous lancez un appel à la sobriété auprès de vos clients aussi ? Auprès des clients, auprès des agences, dans les démarches qu'on a, de ne pas hésiter à supprimer ce qui n'est plus nécessaire. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des jeux concours d'il y a 10 ans qui sont reliés à des bases qui sont certainement encore stockées mais qui ne servent plus à rien. Donc de faire comme Marie Kondo, de ranger le digital, c'est-à-dire de vider ce dont on n'a plus besoin. Aussi pour la sécurité des utilisateurs, parce que des bases qui restent à droite à gauche sont des bases auxquelles on peut éventuellement accéder. Et puis les bases qu'on stocke, c'est des bases qu'on sauvegarde, c'est une empreinte carbone, c'est des espaces sur des disques durs. Et on en a tellement plus besoin. Et quand on déménage, on n'hésite pas à mettre des choses à la déchetterie ou à redonner, qu'on fasse la même chose dans le digital, quoi. Et qu'on arrête aussi un peu de sobriété, qu'on arrête de produire autant, tout le temps, de A à Z sur tous les contenus, c'est pas forcément nécessaire. Antoine Barbier, donc je sais que vous êtes un spécialiste de la publicité sur mobile, même avant Augury, vous avez travaillé dans pas mal d'entreprises sur ce sujet. En 2014, donc, vous décidez de vous impliquer sur un projet où là, la pub est choisie par le consommateur. Ouais, c'est ce qui est annoncé. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on la choisit vraiment ? Écoutez, en tout cas, c'est au cœur de la mission d'Augury. En 2014, quand Augury a été créé, l'idée, c'était de développer des technologies mobiles pour vraiment mettre en place un modèle de publicité choisi par l'utilisateur et à l'opposé de ce qui se passe encore aujourd'hui, qui est subi par l'utilisateur. Alors, on le sait tous autour de cette table. Mais dans l'idéal, on ne préférerait pas avoir de publicité, on est d'accord ? Écoutez, voilà, idéalement peut-être, mais on le sait tous, je pense que l'Internet, la publicité en ligne est nécessaire au bon fonctionnement de l'Internet gratuit. Après, effectivement, encore une fois, le choix de l'utilisateur n'a pas été mis au centre depuis très longtemps. Et donc, chez Augury, on pense à justement remettre ça au centre, à comprendre si les utilisateurs souhaitent partager leurs données. Et au final, on crée un écosystème pour les marques pour planifier et diffuser leurs campagnes publicitaires dans un environnement qui soit digne de la confiance de l'utilisateur. C'est vraiment notre mission. Maëlys Bulk, vous aussi en 2014, vous avez fait quelque chose. Vous avez lancé une agence de référencement web qui s'appelle EOS Agency. Depuis, vous l'avez revendue. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez vu les choses changer sur le référencement ? Oui, énormément. Alors, les algorithmes changent beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été rajoutés. Il y a un gros travail sur la géolocalisation maintenant pour nous proposer des solutions qui sont plus proches de chez nous et éviter les retours. Il y a la position zéro qui est arrivée aussi sur Google. Qu'est-ce que c'est ça, la position zéro ? Justement, ça revient un peu sur la pollution numérique et éviter un petit peu le poids des serveurs. Vous l'avez tous déjà vu quand on fait des requêtes très faciles, comme les vacances scolaires. Vous avez un encart qui apparaît immédiatement avec la réponse donnée par Google. Ce qui évite d'avoir à rentrer dans le site web pour obtenir le résultat souhaité. Donc ça évite de multiplier les recherches et ça gagne de la place sur les serveurs. Donc on perd de la visibilité sur le site, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de visibilité sur le site. Ceux qui avaient de la publicité dessus sont passés souvent de montants relativement élevés par mois à 0 €, puisque personne ne rentre sur leur site, car Google nous donne la solution directement. Et dans le même intérêt, quand c'est des questions très bateaux comme 2+2, quelque chose comme ça, ou la météo, vous pouvez taper météo Paris, vous allez avoir la réponse qui va arriver dans la barre de recherche de Google pour éviter d'avoir au serveur de Google à faire la recherche et du coup de prendre de la place. Et alors en quoi c'est une pratique moins, je vais employer un terme barbare, noisy marketing ? Je vous regarde Pierre-Emmanuel parce que c'est sur votre blog aussi, le blog de l'agence que j'ai découvert ça, le noisy marketing qui s'oppose au content marketing. C'est-à-dire on fait beaucoup de bruit pour rien finalement. C'est ça exactement, c'est beaucoup de bruit pour rien. C'est de produire du contenu qui est fait pour les algorithmes, mais c'est un petit peu ce que tu décrivais, c'est où on scie la branche sur laquelle on est assise et on fait du contenu que pour nous et on n'est pas forcément bien référencé, on n'arrive pas en haut. Et on peut à côté de ça faire du contenu pour être très bien référencé, mais à ce moment-là, on est pile poil en haut et on ne vient plus chez Google. Je pense qu'il faut, vous disiez, on ne veut pas de la pub. Pourquoi pas ? On peut payer du contenu, on peut s'abonner et ne plus avoir de pub, mais là du coup on a donné de l'argent à l'annonceur. Ou alors on prend de la pub, mais qui a été bien faite. Je pense que la pub, dans la sobriété, elle devrait aussi s'assumer. Elle devrait assumer qu'elle est une pub. Le retargeting, le fait de... Je vais regarder sur un site de sport des articles pour de l'équitation, et après on va me retargeter quand je suis en train de passer à Pigalle. Retargeter, donc on recible. On me repose quelque chose quand je suis à Pigalle en disant vous aimez les cravaches.
Non, il faut aller au bout du truc. Il faut me proposer une cravache quand je suis à côté de l'hippodrome de Vincennes. Donc la géoloc, du contenu personnalisé. Il faut aller au bout du truc. Je pense qu'il faut arrêter les solutions un peu entre deux et de vouloir parler à des algos plutôt qu'à des humains. Et est-ce que vos clients aujourd'hui, ils sont conscients de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sortent de cette logique de masse, de production de contenu juste pour nourrir les algorithmes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience de la part aussi des annonceurs? Maëlys? Je pense qu'on est tous d'accord que ça dépend quand même aussi des clients. Il y en a où il va falloir leur expliquer que le contenu est très intéressant et ils ont du mal à l'intégrer dans leur timing, à penser aux publications régulières. Et d'autres, au contraire, qui ont lu des articles très surfaits sur Internet et qui, du coup, arrivent en nous disant voilà, il faut absolument publier tel contenu, on va en faire 10 par semaine. Je suis là, oulala, non, alors, très mauvaise idée. 10 par semaine, c'est pas mal, parce que moi, je me souviens d'une époque où un directeur marketing m'avait dit faut qu'on passe à 50 news par jour, parce que sinon, on ne sera pas visible dans Google Actu. C'est de la boulimie d'information. Peu importe finalement ce qu'on met dedans. Oui, quoi. Mais là, c'est pareil, c'est plus vous communiquez sur un réseau, plus il va avoir tendance à faire remonter vos publications. Donc, c'est une sorte de planche savonnée sur laquelle vous êtes engagé. Il y a un vrai travail d'information et de formation des agences. On est quand même les premiers exposés aux nouvelles techno, et c'est à nous de dire à nos clients, c'est pas forcément nécessaire. Faites d'autres contenus, des contenus plus profonds, plus intéressants, plutôt que d'en faire plein, qui seront oubliés en plus dans 3 jours. Et Antoine Barbier, est-ce que vous arrivez à convaincre les annonceurs qu'il vaut mieux de la pub choisie que de la pub subie? Parce que ça semble comme ça intéressant, hein. Mais pour un annonceur, c'est compliqué de l'accepter finalement, parce que l'utilisateur, il va peut-être choisir toujours les mêmes publicités, les mêmes annonceurs, et en rejeter d'autres. Mais c'est justement là où on aide aussi nos annonceurs, c'est-à-dire comment on crée cet écosystème, j'allais dire, vertueux, respectueux du choix de l'utilisateur. En échange, l'utilisateur est quand même plus à même de partager leurs données et leurs choix. Donc ça va nous permettre de qualifier les utilisateurs et de pouvoir aussi, entre guillemets, les faire rencontrer les bonnes marques. Donc on va pouvoir trouver cette affinité, entre guillemets, entre les marques et les annonceurs. Parce que si l'annonceur veut aller décrocher un nouveau public, qui a priori n'est pas en affinité avec lui, comment ça se passe? Alors effectivement, après, on a quand même des formats publicitaires qui vont diffuser des campagnes, on va dire vidéo, grand format, entre guillemets, qui vont être assez impactantes. Et dans ces cas-là, effectivement, l'annonceur va pouvoir, avec notre aide, diffuser leur campagne publicitaire sur des nouvelles audiences. Si elles sont nouvelles, ces audiences, elles ne l'ont pas choisi. Alors, elles l'ont pas choisi, entre guillemets. En fait, après, ces audiences-là, elles ne sont pas forcément, émis un choix ou communiqué un choix très clair. Donc, elles vont être plus ouvertes, en fait, à recevoir des annonces sans particulièrement avoir choisi une marque. Et donc, dans ces cas-là, elles vont être notamment plus ouvertes à recevoir un peu, justement, des annonces de marques auxquelles elles n'auraient pas forcément pensé au départ. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure où on va voir des utilisateurs qui sont vraiment sûrs des marques avec lesquelles ils vont engager et d'autres qui vont être plus ouverts par rapport à ça. Maëlys Bulk, vous êtes enseignante, vous enseignez sur les nouveaux métiers du numérique. Est-ce que vous enseignez une pratique, une attitude raisonnée auprès de vos élèves ? Eh bien, j'essaie. Je ne sais pas si j'y arrive forcément. Quoi ? Alors déjà, j'ai intégré des cours de pollution numérique cette année pour les niveaux master, qui sera donc la première fois, je pense qu'au sein de l'école, on va donner des cours là-dessus, parce que ça me paraît vraiment très important qu'ils soient sensibilisés là-dessus. Et il y aura quoi dans ce cours ? Combien coûte en carbone alors, se rendre compte un petit peu effectivement de l'espace de stockage que ça prend, donc des coûts énergétiques que ça prend, où sont situés les serveurs. La majorité des gens ne savent pas qu'ils sont soit dans les déserts, soit sous l'eau, donc c'est-à-dire qu'on est prêt à quasiment polluer la planète pour installer plus de serveurs et gagner plus de place. Et par exemple, si en France, tout le monde supprimait 2 mails de sa boîte mail, ce qui est vraiment ridicule, on arriverait à gagner une semaine d'énergie sur une ville comme Saint-Denis. Donc c'est juste énorme. Et ça, j'aimerais bien que les élèves en prennent un peu conscience. Et on travaille très étroitement entre les différents axes de l'école. Et en développement web, ils apprennent notamment à charger des sites plus vite pour que ça prenne moins d'espace, à retirer tout ce qui ne sert plus à rien au fur et à mesure, etc. Par exemple, des jeux concours d'il y a 10 ans, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Donc tout ça, il faut penser à les supprimer. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement financier aussi. Ça peut automatiser un petit peu quand même. Donc il suffit déjà de s'en rendre compte, c'est un premier pas, pour ensuite mettre en place des bonnes pratiques
qui vont nous permettre du coup d'avancer tous ensemble. Mais qui ne sont pas rémunératrices. Alors du coup, on est quand même dans une problématique. Si, peut-être. Ça dépend, recycler. C'est rémunérateur, on dépense moins. On en parlait tout à l'heure, on recycle tout. Vous allez dans une déchetterie, les ampoules, l'essence, l'huile de vidange, tout se recycle. Et le digital, rien ne se recycle. Moi, le jour où je propose un site de seconde main à un de mes clients, il va tomber de sa chaise. Mais quand vous avez mis 300 000 € dans une plateforme, au bout d'un an, elle n'est pas obsolète, vous n'êtes pas obligé de tout jeter. Mais il y a une course en avant à je vais déployer une nouvelle plateforme, un nouvel écosystème digital. On peut prendre des restes et recuisiner quelque chose. Et donc, on économise la création d'assets digitaux, d'éléments de communication, et on économise du temps, de l'énergie de tout le monde. Et ce n'est pas plus mauvais. Pierre-Emmanuel, on a évoqué la question des mails, si chacun supprimait 2 mails dans sa boîte. Le problème, c'est on croule sous les mails. Ça n'a pas du tout bougé d'un iota. Est-ce que vous essayez d'en parler, toutes les campagnes d'emailing, tous les envois de mails massifs, comment on fait pour ne stopper cette machine infernale? Il y a des sujets avec le ciblage. Pierre-Emmanuel. Il y a les newsletters, la dernière fois que vous avez ouvert un newsletter, je pense que ça remonte à très très loin. À part celle que vous éditez vous peut-être, mais on lit beaucoup moins. Nous, on est revenu, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'agence, on est revenu... Une de plus. On est revenu à des newsletters avec beaucoup de texte. Parce que les gens sont aussi beaucoup sur mobile, donc on n'est plus sur du contenu qu'on va consommer rapidement. Il y a une discipline à réduire le volume de données envoyées, effectivement, et à privilégier d'autres formats publicitaires. D'ailleurs, j'ai vu aussi, vous avez publié des chiffres de Smart Insight sur ce qu'il se passe en 1 minute sur Internet. 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute, 65 000 photos postées sur Instagram, 500 000 tweets partagés, ça donne le tournis. Vous, en nombre de publicités sur le mobile, vous êtes à quel rythme, Antoine Barbier? On parle de millions de publicités de manière journalière. Après, effectivement, encore une fois, on essaie d'être respectueux de l'utilisateur et donc, dans ce cadre-là, d'avoir des fréquences de diffusion de publicité, de ne pas diffuser les mêmes publicités plusieurs fois au même utilisateur, suivant le message qu'on veut faire passer. Donc vraiment être respectueux de ça. Après, j'allais dire, il y a aussi des pratiques un peu vertueuses qu'on essaie de détecter et de combattre, qui créent justement du bruit et plus de volume, comme la fraude, qui est un gros problème dans la publicité. Quel genre de fraude? Alors, la fraude, elle peut prendre beaucoup de formes. Alors, pour vous donner un chiffre, il y a une étude de Juniper Research qui a identifié à 42 milliards de dollars les pertes liées à la fraude dans la publicité en ligne en 2019. 42 milliards de dollars, c'est énorme. Pour mettre les choses en perspective, c'est 2/3 des budgets télé aux États-Unis annuels. Mais c'est quoi cette fraude? Expliquez-nous. Alors, la fraude, elle peut prendre beaucoup de formes. Nous, on est des spécialistes du monde mobile, on va dire. Et une des fraudes les plus répandues dans le mobile, c'est ce qu'on appelle l'app spoofing. Alors, l'app spoofing, c'est quoi? C'est une app de mauvaise qualité, frauduleuse, avec très peu d'utilisateurs, qui va en fait se faire passer pour une application premium, un éditeur reconnu, on va dire Le Monde. Et ce qui se passe, c'est que, alors je vais prendre un exemple, on va l'appeler Badapp, cette mauvaise application. Badapp va se faire passer pour Le Monde, et donc les annonceurs vont penser à acheter Le Monde lors des enchères publicitaires. Donc vont payer le prix fort parce que Le Monde, c'est quand même un média connu, ils vont pouvoir trouver leur audience. Et donc ces budgets-là sont complètement gaspillés. Alors souvent, ce qui se passe, c'est dans notre monde actuel... Et ces publicités sont diffusées? Alors ces publicités sont diffusées. Alors vous voyez le préjudice pour les marques déjà, parce qu'ils vont avoir leur publicité diffusée dans des cadres qu'ils n'ont pas choisis. Le préjudice pour les éditeurs avec lesquels on travaille, tous les éditeurs premium, parce que justement, c'est de l'usurpation d'identité. Et nous, de notre côté, justement, comme je le présentais avant, comme on a pu, de manière consentie, avoir certaines données sur les terminaux des utilisateurs, on va comprendre que dans ce cadre-là, Le Monde n'est pas censé être installé sur ce terminal. Donc pour reprendre mon exemple, on va pouvoir identifier que Badapp, c'est une Badapp. Et donc on va pouvoir les exclure des campagnes publicitaires futures. Maëlys Beul, qu'est-ce que vous voyez les mentalités changer auprès de vos étudiants? Oula, vaste question. Depuis, effectivement, ça fait 4-5 ans maintenant que j'enseigne. Alors, les mentalités changent auprès d'eux, surtout auprès de leurs parents.
C'est assez étonnant, mais quand on voit les parents venir, ils essaient de se sensibiliser beaucoup plus et ils sont notamment un peu plus effrayés qu'avant, je trouve, sur justement le monde digital et numérique à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui les effraie particulièrement ? La data, les données et tout ce qui est collecté sur nous, voilà, à notre insu. Et souvent, je suis assez étonnée de la naïveté quand ils arrivent, nos étudiants. Bon, après, heureusement, les forment, donc ils sont un peu moins naïfs. Mais au début, ils sont persuadés que, de toute façon, nos téléphones ne nous enregistrent pas, qu'ils ne savent pas où est-ce qu'on va, qu'ils ne connaissent pas nos préférences, qu'ils ne sont pas capables de savoir quel site on a visité après. Et je suis là, mais bien sûr que si, en fait. Vous acceptez tout, et parce que tout le monde accepte les cookies et très peu vont paramétrer en détail les cookies. Et du coup, j'arrive à les retracer devant eux. Et quand je fais des démos en cours, en général, ils sont plutôt étonnés. Mais comment tu sais ça ? Et du coup, la réaction d'après, c'est génial, on va pouvoir s'en servir plus tard dans notre business. Pas forcément. Ou, oh là, il faut qu'on trouve des solutions différentes. Alors, ça dépend des élèves, mais je pense qu'il y a à peu près un quart qui dit c'est génial, on va pouvoir faire des trucs incroyables. Et puis les 3 autres quarts sont quand même là, oulala, c'est quoi tout ça ? On ne savait pas qu'on était traqués à ce point-là, c'est un peu flippant. Enfin, voilà, ils sont plutôt paniqués qu'autre chose à ce niveau-là. Et est-ce qu'on peut leur donner des nouveaux outils à ces jeunes qui arrivent sur le marché du marketing et de la publicité ? Est-ce qu'on peut leur donner des nouveaux outils en main pour travailler de manière plus sobre et responsable ? Oui. Pierre-Emmanuel Müller. Vas-y. Oui, il y a quand même des outils qui permettent de produire, de faire de la création, l'intégrer directement dans les dispositifs publicitaires pour éviter du transit, pour éviter de la mise à jour en permanence, des outils de meilleur respect du RGPD. Il y a quand même, je pense, toute une formation. C'est beaucoup moins le Far West quand même. Il y a beaucoup plus matière à se reposer sur. Parce qu'il y a la peur du gendarme aussi, hein, si on cite le RGPD. Oui, alors le gendarme, c'est. Il y a un règlement maintenant qui dit on n'a plus le droit de faire ceci, cela. Oui. Après, scroller sur une page qui vaut acceptation des conditions d'utilisation, c'est quand même un peu. Je trouve qu'on n'est pas allé au bout du sujet. C'est vrai. Quand vous regardez le nombre de trackers, tu reprenais l'exemple du Monde, le nombre de trackers que dépose le Monde et la façon dont ils arrivent à contourner le sujet pour quand même en déposer. Et je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Ils ont les outils. La CNIL fait quand même un gros travail de sensibilisation. Les navigateurs, alors là, il y a un double jeu d'Apple qui fait de la pub, enregistre de l'argent et vous dit qu'avec Safari, il bloque tout ce qu'il peut. Ils ont quand même matière à. Il y a beaucoup moins besoin de rentrer dans de la technique très 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 bas niveau pour comprendre comment on peut faire quelque chose de plus vertueux, je trouve, aujourd'hui. Il y a quand même des outils. Antoine Barbier, vous vouliez ajouter quelque chose ? En fait, c'est un sujet qui est au cœur aussi de ce qu'on fait. C'est vrai que c'est intéressant de voir, alors avec la RGPD, que les choses ont un peu changé. Il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Un des piliers de la protection des marques au cœur d'Augury, c'est ce qu'on appelle la data safety. Et donc la data sûre. Et on en revient à ça, c'est une donnée qui est sûre, collectée de manière informée auprès de l'utilisateur, qui est légale. Donc en règle avec la protection des données telle la RGPD. Et on voit aujourd'hui, pour mettre les choses en perspective encore avec l'investissement des marques, que les marques, si elles n'investissent pas sur des données collectées de cette manière-là, légale, elles se mettent en risque de juridique, mais aussi de réputation. Elles vont s'exposer, encore une fois, on en parlait, si elles exposent des publicités en face d'utilisateurs non consentis, ça va heurter leur marque. Donc pour ça, c'est important pour nous, je pense, de remettre ça au centre avec la lutte, la détection et l'élimination de la fraude, comme on en parlait. Et autre chose, c'est aussi la brand safety, qui est d'être sûr qu'on va diffuser des pubs dans un cadre qui est respectueux de l'utilisateur et de l'annonceur. C'est un argument qui fonctionne, ça, auprès de vos clients de dire, nous, on est une agence ou un fournisseur de publicité responsable et sobre ? De plus en plus. Je pense que en 2014, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient nous suivre. Et c'était d'ailleurs, il n'y avait pas de RGPD en 2014, mais de plus en plus, parce que les risques juridiques, on a vu la CNIL, c'était l'année dernière aussi, qui a un peu tapé du poing sur la table, et ça va être de plus en plus le cas. Et nous, au final, on est très contents parce que, justement, ça donne l'opportunité d'informer l'utilisateur et de faire les choses un peu mieux, je pense. Alors, j'ai fait une émission sur le gros hacking. Donc les pratiques des jeunes start-upers qui essayent de grandir très 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 vite. Et pour ça, ils ont des tas de techniques super efficaces. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux concrètement ? Parce qu'ils voient qu'ils ont des méthodes qui fonctionnent, à savoir créer plein de pages très vite sur plein de sujets pour exister. En tout cas faire semblant d'être déjà
solide et conséquent. Qu'est-ce qu'on leur donne en échange? On leur dit maintenant, il faut arrêter de faire ça, toutes ces pages qui servent à rien et qui meurent comme ça sur le web, enfin qui polluent le web. Non, vas-y, réponds-toi. Maëlys Bulk. Alors, ils le savent, que ce qu'ils font n'est pas toujours RGPD compliance. Donc, ah oui, ça, ils le savent. Oui, bien sûr. Ils le savent. Ils le savent, mais ils voient l'efficacité. Voilà. Après, ce qu'il faut qu'ils prennent bien en compte, c'est que tout ce qu'ils ont créé pour monter où ils sont, il faut penser derrière, en partie, à le supprimer, ce qui est supprimable, pour peut-être laisser le moins de traces possible déjà du fait que c'était pas tout à fait hyper légal. Et ensuite, c'est des pages qui souvent servent plus à rien quand ils ont bien augmenté. L'entreprise, entre-temps, a fait de la croissance, a peut-être obtenu une levée de fonds. Donc les premiers articles où « Bonjour, on est en développement » sont peut-être plus forcément utiles. Donc ils peuvent se permettre, je pense, d'en retirer quand même. Donc faire le ménage. Et ça peut faire des économies, vous disiez Pierre-Emmanuel Muller, parce que finalement, on garde de l'espace de stockage plus disponible. Il faut bien que jeunesse se passe. Je trouve que de jouer avec les codes... Non, mais ouais. Et après, quand on a l'œil un petit peu averti, on en est à de la formation. C'est vrai qu'on peut vite se faire piéger par une page qui est avec un beau template, un beau gabarit, de belles images. Alors en fait, il y a 0 personne derrière. Là aussi, il y a de l'éducation. Aller sur qui sommes-nous, voir combien il y a de personnes. Mais ils jouent aussi avec les outils qu'ils ont en main pour grandir. Donc j'aurais beaucoup plus de compassion et de tolérance pour eux que pour des marques qui font, parce qu'on parle beaucoup de digital, mais des marques qui font encore des catalogues papier, qui terminent leur vie dans une boîte à lettres et qui ne voient jamais rien d'autre. Donc, qui se développent et qu'ils aillent vite, ok, parce que voilà, ça vit le temps de faire une levée de fonds et après on supprime. Donc là, ça Vous faites le ménage chez Augury, Antoine Barbier? On fait le ménage après. C'est propre chez vous? C'est très très propre. On n'est pas loin, il faut venir nous voir. On est rue de Berry. Mais oui, on fait le ménage. Je pense que c'est un peu dans les mêmes, dans le même esprit de se dire que effectivement. Les pubs, moins c'est mieux peut-être, avoir de la qualité plutôt. Alors moi je trouve que c'est un très beau mot de la fin, moins c'est mieux. Merci beaucoup Maëlys Bulk, responsable pédagogique e-business à l'EMI, Pierre-Emmanuel Muller, directeur général de Planète France et Antoine Barbier, vice-président produit d'Augury. Juste après la pause, on a rendez-vous avec un gentleman numérique. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Alors je suis curieuse de connaître quelques-uns des secrets qui peuvent faire de nous un ou une gentleman dans le monde numérique. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'expression. La liberté notre manière de nous exprimer. Exactement, et qui vient aussi de notre liberté d'expression, puisque c'est une conquête de la civilisation qui est exacerbée aujourd'hui grâce à la révolution numérique. Mais Claude Chabrol, le grand cinéaste français, nous avait alerté. Il disait la liberté d'expression. Pardon, le problème de la liberté d'expression, c'est l'expression. Eh oui, si on a trop la parole finalement. Voilà. Donc cette expression, finalement, il va falloir se la réapproprier et redécouvrir notre propre langage pour avoir un langage tourné vers les autres, c'est-à-dire avec empathie et avec discernement. Et comment est-ce qu'on trouve notre propre langage? C'est compliqué, ça va falloir nous aider. Alors il faut redéfinir notre propre vocabulaire. Aujourd'hui, quand on entend une conversation, qu'elle soit professionnelle ou encore plus privée, finalement c'est un copier-coller de briques qui sont des expressions imagées, des tics de langage usités qu'on colle les uns après les autres. En fait, ça fait une espèce de ronronnement comme un climatiseur derrière. Et je peux vous dire que vous ne serez ni entendu ni compris avec un filet d'eau tiède. Donc il va falloir reconstruire son vocabulaire. Puis la deuxième chose, il y a une surenchère de superlatifs. On ne peut pas employer un terme sans dire trop devant. Ce n'est pas bien, c'est trop bien. Si vous avez vu le dernier Tarantino, il n'est pas bien ou trop bien, il est mortel. Il est même trop mortel. Il est même parfois énorme, voire monstrueux. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire après du prochain Godzilla? Il est sympa, je ne sais pas. Ensuite, on peut dire aussi, on est toujours dans cette surenchère. Aujourd'hui, on est choqué. Je suis choqué parce que la glace que j'avais commandée, le supplément pépite de chocolat qui était prévu, non, finalement, c'est des cacahuètes grillées. Je suis trop choqué. Donc il va falloir remettre le curseur, c'est un conseil, remettez le curseur au bon niveau et garder de la réserve pour le cas échéant développer. Un gentleman reste sur sa réserve. Exactement. Très bien. Ensuite, je crois qu'il faut singulariser son propos.
parce qu'on est beaucoup dans un langage d'algorithme. Un langage d'algorithme, un langage algorithmique, qu'est-ce que vous entendez par là? L'algorithme, on en a parlé dans votre émission, donc c'est une suite mathématique qui permet de donner des ordres, des règles pour faire des opérations sur un ordinateur. Or, cet algorithme, aujourd'hui, c'est le cas des moteurs de recherche de Google, font monter le plus grand dénominateur commun en haut de la liste des informations que vous pouvez rechercher. Donc, plus vous utilisez certains mots, plus ils vont monter. Et les personnes astucieuses qui veulent être communicants numériques vont utiliser ces mots. Si on prend l'exemple de Donald Trump, par exemple, il va faire un langage très simple, peu de mots, finalement une certaine efficacité et une grande visibilité. Est-ce que c'est intéressant? Je vous laisse juger. Donc, redévelopper votre propre langage. Donc, sortir de la logique des algorithmes. C'est ça. C'est une invitation, et des lieux communs. Voilà, une invitation à développer vos propres langages, vos propres mots. On peut même dire que le président Macron, lorsqu'il parle de carabistouille ou de poudre de perlimpinpin, eh bien finalement, il a atteint un public assez large. Ça a intéressé, ça a interloqué. Donc soyez curieux et développez votre propre vocabulaire. Vous verrez, il y en a qui font du yoga. Votre vocabulaire, votre petit dictionnaire propre vous permettra de vous imposer et surtout d'être compris, d'être tourné vers les autres. Donc on peut s'entraîner. Vous avez des exemples de termes qui seraient mieux choisis que d'autres? Il y a beaucoup de termes, on prend un nom et puis on rajoute un verbe. Par exemple, on va dire solutionner. Oui. À la place, on peut très bien mettre résoudre. C'est assez simple. Quand vous voulez rechercher un emploi ou un poste, vous candidatez. Vous pouvez postuler, tout simplement. C'est beaucoup plus joli. Voilà. Alors, d'autres conseils? On arrive pratiquement à la fin de cette chronique. Alors, méfiez-vous des acronymes, des sobriquets, des réductions. Un acronyme, c'est finalement une recomposition d'un nom propre, enfin d'un nom, que l'on prononce tel un nom, mais avec des initiales. On est en pleine actualité dans le Covid. Maintenant, la Covid, Covid-19, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est un acronyme anglais, c'est coronavirus, virus, disease, la maladie du virus. C'est pour ça qu'on du coup on s'est mis à dire là plutôt que voilà. Là. Mais ces acronymes, alors ça c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, on en emploie beaucoup, énormément d'ailleurs dans le marketing, mes invités d'avant, on fait très attention là-dessus, mais c'est un mélange à la fois de jargon et de précipitation. C'est pour aller vite aussi. C'est ça, oui c'est ça, on a créé les acronymes pour aller vite. Ou dans un souci de marketing, par exemple la Twingo, en fait vient d'un acronyme. C'est twist, swing et tango, pour être amusant. Mais des acronymes perdent le sens originel. Et d'ailleurs, le philosophe Fabrice Midal nous mettait en garde. Il dit, si vous dites SDF, vous ne sentez pas la souffrance. Donc, si on essaye d'être un gentleman numérique, ça veut dire qu'on a de l'empathie et on se tourne vers les autres. Et donc, on va être obligé de donner du sens. Donc, mon conseil, en résumé, c'est de dire... un gentleman numérique n'utilise ni sobriquet, réduction des noms, ni acronyme, ni sigle. Il va tenter de donner pleine et entière exposition au sens originel des mots. Alors, pour terminer, je vais vous poser une question existentielle, Delphine. Bon, très bien, allez-y. Je me demande, que font les gens qui écrivent c'est qui, C majuscule, K-I, du temps ainsi gagné par ce raccourci orthographique, et qui montrent finalement qu'ils ne nous ont porté aucune attention à la table. Question existentielle, en effet. Merci beaucoup, Frédéric Rebet, auteur de Propos d'un aspirant gentleman, pour vos conseils sur le devenir, comment prétendre être un gentleman numérique. Et merci à tous d'avoir suivi Smartech. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces nouvelles réflexions, ces questions existentielles qu'on a eues en début et en fin d'émission d'ailleurs. On conclut avec 4 jeunes pousses innovantes dans le Lab Startup. Et moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.